Bonjour tout le monde. Je remercie chaleureusement la Fondation de l'Avenir pour cette invitation et pour l'organisation de ce congrès. Je suis Myohi Najet, je suis sociologue. Le travail que je viens vous présenter aujourd'hui, je l'ai mené avec Benjamin Derbez, sociologue lui aussi, Lucie Bacon, qui est cartographe, et Anthony Fouet, qui est sociologue à la Fondation de l'Avenir. Le travail dont je voudrais vous parler, c'est un travail qui se situe dans le cadre du baromètre de la recherche médicale. La place des malades, leurs droits sont aujourd'hui au centre des débats autour de la recherche médicale, au point que le dernier avis du Comité consultatif national d'éthique qui est paru en 2024, recommande de simplifier les procédures réglementaires pour et tout en respectant les principes éthiques fondamentaux. Le travail que j'ai mené avec Benjamin Derbez à l'invitation de la Fondation de l'Avenir portait sur l'évolution de la place des malades dans la recherche clinique. Nous avons remis un rapport de recherche issu d'un état de la littérature. Nous avons présenté ce travail lors du congrès de 2023. Depuis, nous avons travaillé à rendre ce rapport scientifique accessible et à transférer les connaissances aux personnes concernées, aux associations, aux professionnels de santé. Et l'une des manières que l'on a choisi pour rendre ce travail accessible, c'est de travailler à des synthèses illustrées, donc avec Lucie Bacon et Anthony Fouet. Les trois planches illustrées que vous aurez sans doute vues dans la salle de pause à côté visent à d'abord illustrer ce rapport, mais aussi à être diffusées plus largement en ligne ou à être utilisées en support pédagogique en cours. La première est une synthèse thématique du rapport. La deuxième met la focale sur l'une des deux histoires que l'on raconte dans ce rapport, qui est celle de l'avènement du consentement éclairé. Et l'autre derrière moi qui traite de l'essai clinique randomisé. Et c'est l'histoire des événements qui ont fait de l'essai clinique randomisé l'un des plus hauts niveaux de preuve scientifique. Donc cette planche, elle est intitulée l'essai clinique randomisé, l'histoire d'une règle d'or. Et on situe ce moment du rapport au tournant du XXe siècle, à un moment où de nombreux produits sont vendus comme des médicaments, ou plutôt comme des spécialités pharmaceutiques qui sont à l'époque des médicaments, des produits préparés, qui sont directement utilisables et produits en masse, mais dont la composition est secrète. Et la composition peut varier de substances actives jusqu'à de l'eau colorée ou de l'alcool. Mais par contre, elles sont commercialisées sans aucun contrôle à ce moment-là. Et donc, je vais passer dans les diapositives des zooms de cette planche pour illustrer notre propos et vous montrer comment cette planche permet de délier des chronologies qui sont en réalité imbriquées quand on raconte l'histoire de la place des malades dans la recherche médicale. Donc cette planche, elle illustre en fait la régulation de ce marché et l'outil pour évaluer les médicaments, donc l'essai clinique randomisé. Cette planche contient des frises chronologiques, d'abord les États-Unis, puis ensuite l'Europe, avec des pictogrammes. Ça n'a pas marché. Avec des pictogrammes et les grandes étapes de cette histoire. Pour la frise sur l'essai clinique randomisé, on s'est notamment beaucoup appuyé sur le travail de Harry Marks, qui a publié La médecine des preuves, traduite en français en 1999.
et qui nous dit qu'au début du XXe siècle, aux États-Unis, on a deux modes de régulation des thérapies nouvelles qui se mettent en place. D'un côté, une régulation par la loi, qui est régie par l'État fédéral, et de l'autre côté, une régulation scientifique qui est construite par un ensemble de médecins réformateurs qui sont dans les grandes écoles de médecine, notamment Harvard et Johns Hopkins. Ces deux modes de régulation convergent et se renforcent mutuellement. Je ne sais pas si je... Est-ce que je peux pointer avec ça ? Non. Par là, voilà. Donc ces deux modes de régulation vont converger et se renforcer mutuellement pour donner naissance à la première institution de régulation du médicament, la Food and Drug Administration, ou la FDA, en 1930. L'histoire que l'on raconte ici, elle répond à deux questions qui sont fondamentales. C'est comment est-ce qu'on peut affirmer que l'on sait et quel est le traitement standard. L'exemple que l'on donne ici, c'est celui d'études cliniques sur la syphilis, à un moment de l'histoire où il y avait beaucoup de traitements possibles, des dosages aussi très variables, et les cliniciens et les cliniciennes étaient en difficulté pour trouver le traitement dont aujourd'hui on peut dire le traitement standard. Et donc à cette époque, se monte une initiative, donc la Cooperative Clinical Group, des cliniciens qui s'associent pour mener une recherche collective et essayer de trouver le meilleur traitement pour la syphilis. Alors, c'est pour des raisons notamment méthodologiques, ces essais coopératifs ne parviennent pas à éviter la mise en vente de substances nocives qui ne sont pas testées. On a l'exemple du scandale du sulfanilamide qui contenait du méthylène glycol, qui fait 107 morts à l'époque et qui donne lieu à la loi de 1938 aux États-Unis qui renforce les contrôles et qui met en œuvre plusieurs changements importants, dont le renversement de la preuve. Donc c'est aux fabricants et non à la FDA de prouver la non-toxicité des substances. Et la FDA peut, à partir de ce moment-là, coordonner des études coopératives. Et donc, c'est ce qui permet, en 1943, à la FDA de mettre en œuvre le premier essai contrôlé à grande échelle, là, en l'occurrence, pour évaluer l'action de la pénicilline sur la syphilis. Mais tous les médecins cliniciens qui étaient impliqués ne s'étant pas exactement pliés au protocole à la lettre, des critiques sur la méthode et la méthodologie se font entendre et remettent en cause la preuve apportée par cet essai. Au même moment, en Grande-Bretagne, ce sont plutôt les statisticiens qui sont autour de Austin Bradford Hill qui trouvent la solution au biais qui caractérise les études coopératives aux États-Unis et qui suscite ces critiques. Et en Angleterre, ces statisticiens parviennent à convaincre en fait les cliniciens de ces biais et proposent une solution. Et cette solution, c'est l'essai clinique randomisé en double aveugle. Et ils conduisent notamment un essai autour de la streptomycine et de la tuberculose. Et la rigueur méthodologique et la fiabilité maximale de cet essai, elle est due au fait que l'essai est entièrement contrôlé par des statisticiens. Et j'accélère. Donc les cliniciens sont convaincus de se dessaisir en fait de certaines de leurs prérogatives de soignants pour réduire ces biais et acceptent la randomisation, donc le tirage au sort, et le double aveugle qui sont deux grandes innovations. Et c'est finalement le scandale de la thalidomide qui va accélérer l'adoption de cette méthode comme règle d'or. Ce scandale donne lieu à l'amendement de la loi de 1938 et c'est maintenant aux firmes de prouver non seulement la sécurité et l'efficacité par des études dites adéquates et bien contrôlées. Et c'est là que l'essai clinique randomisé devient la règle d'or aux États-Unis et s'impose progressivement dans le reste du monde à partir des années 70. Je
Je traite plus rapidement du cas de la France parce qu'il s'agit davantage en France de faire correspondre la législation européenne et la législation française. Le visa qui deviendra l'autorisation de mise sur le marché où l'AMM au début n'est pas évaluée précisément, c'est la conviction des experts qui suffit parce qu'on se situe dans un système médical qui est basé sur l'autorité des grands cliniciens spécialisés et c'est qu'à partir de 1975 que le dossier de l'AMM doit inclure des données cliniques qui sont basées sur des essais randomisés contre placebo en l'occurrence. Pour gérer les AMM, on crée la commission d'AMM qui sera plus tard transformée en ANSM. Et en parallèle, l'Agence française du médicament, qui est créée par Bernard Kouchner, devient l'équivalent français de la FDA. Alors, ce que je vous ai rapidement présenté aujourd'hui comme l'exemple de comment l'essai clinique randomisé est devenu la règle d'or en recherche médicale, c'est pour illustrer le travail que nous avons mené avec Benjamin Derbez, Lucie Bacon et Anthony Fouet pour rendre accessible cette socio-histoire de la place des malades et ainsi contribuer au transfert des connaissances et au pouvoir d'agir des malades et des associations de malades et de la société civile. Je vous remercie.